Hello, 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 la communauté d'existence sans réserve, bienvenue sur ce live du lundi qui s'appelle les lundis décalés. J'adore ce nom, j'adore. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ce live de la semaine qui va traiter donc du thème de la semaine. Je suis un petit peu en avance, comme d'hab. Si vous êtes en direct, n'hésitez pas à écrire hashtag direct, et si vous êtes en replay, eh bien je vous invite à marquer hashtag replay et à faire un petit coucou pour que je puisse vous dire bonjour. Cette semaine, les lundis décalés, on va parler des traumas. Bonjour Samuel, bonjour Emmanuel. On va parler des traumas et de comment ça peut agir notamment sur les hyper, les HP, tout ça. On va voir pourquoi les traumas nous flingue un petit peu plus par rapport à tout un chacun, et encore tout dépend du trauma. Donc vraiment je vais essayer de tout mettre à plat. Attention, on n'a pas 10 heures pour parler de ça, on a une petite demi-heure, même un petit peu moins, c'est à peu près 20 minutes, une demi-heure que dure le live. Bien sûr vous avez le droit de rebondir dessus sans souci, hein. Sans rentrer dans les détails si vous ne voulez pas exposer tous vos traumas ici. Salut Jean, salut Amar, Christelle, Laurent. On va parler donc des traumatismes et pourquoi chez nous c'est fou, c'est prenant et ça dure des années et des années et des années et des années, même les petits. Alors déjà on va pas jauger de la profondeur des traumas. Il y a des gens qui subissent des gros traumas émotionnels et qui s'en remettent très vite, et inversement des petits traumas mais qui sont très marquants et on a du mal à s'en remettre. Qu'est-ce qu'un traumatisme ? Un traumatisme est un choc émotionnel violent. Ça c'est la définition du traumatisme. Cela dit, il y a des traumatismes que l'on prête à l'enfance, hein, vous les connaissez tous, les fameuses blessures, et on n'est pas forcément en choc émotionnel violent. Bonjour André. C'est pas forcément violent, mais c'est marquant. Il y a les traumatismes violents, hein, les traumatismes, les syndromes post-traumatiques, notamment après des grosses violences où, en fait, de base, tout le monde serait traumatisé, d'accord ? Et il y a les traumatismes de l'enfance, les traumatismes de notre évolution, les traumatismes de nos expériences, qu'elles soient à l'âge adulte ou à l'âge enfant, où là, eh bien, c'est inhérent à la personne, c'est-à-dire que selon comment on est, on réagit plus ou moins bien à ce genre de traumatisme. Ça s'appelle des petits traumas, où d'autres vont vous regarder en disant ça va, il n'y a rien là. Mais en fait c'est pas le fait qu'il y ait rien ou pas rien, c'est pas une notion de moi j'ai un plus gros traumatisme que toi, c'est pas un concours de slip si j'ose dire. C'est en fait chacun vit le trauma à la façon dont il l'absorbe. Et comme je vous dis, il n'y a pas de concours dans la hauteur et la violence du traumatisme. Je tiens à préciser ça. Bonjour Virginie et bonjour Katou. Je tiens à préciser ça pour la bonne et simple raison que j'ai déjà eu en message privé des conversations assez particulières avec certaines personnes quand on parlait du coaching et de la méthode, c'est juste une parenthèse, hein, et de la méthode que j'utilise pour les transformer, où on me disait mais vous ça marche sur vos coachés parce qu'ils n'ont pas de gros traumatismes. Non, pas du tout. Ça marche parce qu'ils ont accepté que ça marche et qu'ils ont décidé de faire un travail sur soi. C'est pas, encore une fois, un concours de hauteur de trauma. J'ai des gens qui m'ont dit ça et qui ont des traumatismes, si on doit mettre en profondeur, moins violents que ce que j'ai pu avoir en coaching, et pourtant, ils étaient plus marqués. Donc, c'est pas une histoire de ça marche parce que le trauma est plus petit, pas du tout. Si vous saviez ce que j'ai eu, on ne peut pas parler de petits traumas. Mais non, ça marche juste parce qu'on a décidé à un moment donné de sortir de cette spirale, de ce traumatisme qui nous garde dans ce jus et dans cette prison. Le trauma, il est passé, c'est une horreur pour beaucoup, mais il est passé et on ne peut pas revenir sur le passé. Donc on est à 100%, encore une fois, tributaire de la mise à jour, et c'est nous qui décidons soit de vivre dans le passé et de garder ce trauma et cet état de traumatisé, soit d'essayer d'agir dessus et d'avancer. Et des fois c'est plus facile à dire qu'à faire parce que parfois c'est plus fort que nous que de rester dans l'ombre de ce traumatisme. Donc, on va pas rentrer dans les détails de trauma, on va parler du traumatisme en général. Pour tout le monde, il y a des stratégies de défense qui sont plus ou moins efficaces, qui sont mises en place selon les personnes, d'accord ? Donc il y a des stratégies de défense où on est plutôt dans le mode actif et on veut proactif même, hein, on veut réagir vite. Et il y a des stratégies de défense où alors on est dans le mode de recul, on reste enfermé chez soi et on reste dans ce mode de victime. On va pas juger quelle est la meilleure, c'est pas le sujet du jour. C'est juste pour vous dire que, suivant les personnes, on réagit de manière différente. Ce qui nous intéresse ici, dans ce live et dans le thème de la semaine, j'ai pris des notes, hein, c'est pour ça que vous me voyez lire. Ce qui nous intéresse ici, dans ce live et dans le thème de la semaine, c'est la répercussion sur les hyper ou les HP. Pourquoi je les mets dans le même panier, les hyper et les HP ?
Les hyper, c'est les hypersensibles, hein, les HP, que ce soit HPE ou HPI. Pourquoi je les mets dans le même panier? Parce qu'il y a un point commun à ces personnalités, c'est le côté paroxystique du mode de fonctionnement. Qu'on soit hypersensible, on a un côté paroxystique sur le plan de la sensibilité. Qu'on soit hyper HPI, on a le côté paroxystique sur le mode intellectuel qui part en arborescence, et pareil sur le plan émotionnel pour les HPE qui part en arborescence aussi. Donc le point commun à ces gens-là sont le côté paroxystique du mode de fonctionnement. Ce côté paroxystique va nous mettre d'accord sur un point par rapport au trauma, c'est la notion de contrôle. Le trauma, ça a été à un moment donné une perte de contrôle sur ce qu'on a vécu, et donc on perd le contrôle sur ce qui pourrait arriver, d'accord ? Or, comment... Alors déjà, c'est déjà compliqué de contrôler quand on a un cerveau qui marche de manière normale. Ça ne veut pas dire que le nôtre marche de manière anormale, hein. Ça veut dire qu'il marche beaucoup plus vite à Mach 12. Donc quand on a Mach 2, déjà c'est compliqué. Quand on a Mach 12, c'est encore plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on va s'attacher à des détails qui vont nous rappeler les traumatismes, et par arborescence, on va gonfler ça, et rester dans cette spirale très perturbante de traumatisme. Je vais donner un exemple. On va dire une femme s'est fait... je donne des exemples bateaux. Hein. On va dire une femme s'est fait tromper par son homme. D'accord ? Mais de manière dégueulasse, vraiment, on en a subi les conséquences, vraiment le truc qui peut être traumatisant pour l'avenir des relations de cette personne. Ok ? Notre cerveau, rappelez-vous, je vous l'avais dit par le passé, il marche par biais. C'est-à-dire que le cerveau, sur une relation, va se rappeler du biais du biais négatif, c'est-à-dire ça s'appelle le biais de négativité, c'est-à-dire qu'il va se rappeler des choses négatives qu'il a vécues pour vous protéger, d'accord ? Et parmi les biais du cerveau, il y a également le biais de confirmation, c'est-à-dire que le cerveau, pour vous protéger, dans son biais de négativité, va également confirmer tout ce que vous allez penser. Je ne sais pas si je suis claire, mais je vais vous donner un exemple. Le biais de confirmation, c'est j'ai une information, je vais la monter par rapport à un traumatisme passé, donc je reprends l'exemple de la femme trompée. Cette femme s'est fait tromper, elle a largué son mec, voilà, c'est parti avec pertes et fracas, elle va avoir une nouvelle relation, ou le mec, pareil, hein, pareil pour les hommes, on va avoir une nouvelle relation. Je vais voir mon homme, et je vais parler de moi, mais c'est pas mon cas, mais bon, je vais voir mon homme sur le téléphone portable, d'accord ? Je vais me dire, tiens, ça me rappelle ce que j'ai vécu par mes relations passées, c'est peut-être qu'il a une relation avec quelqu'un. Je vais donc faire des recherches. Et par biais de confirmation, même s'il n'y a rien sur les textos, je vais dire, tiens, le dernier appel, c'est une femme, donc forcément, comme c'est une femme, ça me confirme qu'il me trompe. C'est ça, le biais de confirmation, qui vient confirmer, en fait, des traumatismes passés. Mais en fait, il n'y a pas de preuve concrète. Le biais de confirmation, c'est que votre cerveau va rechercher des choses pour confirmer que le traumatisme que vous avez passé est en train de se reproduire. Qui rejoint également le biais de négativité, c'est-à-dire qu'on se rappelle que des choses néfastes. C'est une forme de protection, d'accord ? Le problème, c'est que quand on est HPI, HPE et qu'on a tout qui est en train de bouillir au niveau du cerveau, bien tout est paroxystique parce que les liaisons sont faites très rapidement et par arborescence, elles vont dans des détails, mais elles sont faites mal. Mal, pourquoi ? Parce qu'il y a le conscient qui vient prendre le dessus, le mental qui vient prendre le dessus sur la raison par rapport à tous ces biais cérébraux. Est-ce que je suis claire dans ce que je suis en train de vous expliquer ? Si je suis pas claire, vous marquez non et je reprends. Gilles, très intéressant, je te suis en regardant Freud. C'est très bien. Je suis loin d'être Freud. J'ai pas tout ce savoir. Du coup, comment ça se passe en termes de HP et dans une façon de réagir ? Eh bien, en fait, on anticipe sur ce qui pourrait se passer en vivant de la peur par projection mathématique de l'éventualité. Je reprends cette phrase. On anticipe, du coup, avec ce mode de fonctionnement en piou, comme ça, qui va dans tous les sens, hein, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan sensitif, sur le plan intellectuel, on va chercher tous les petits détails. Et le pire, c'est qu'on peut partir très très loin. Et plus on part loin, plus l'angoisse, elle nous prend le bide, là, c'est juste horrible à vivre. Et en fait, on anticipe sur ce qui pourrait se passer en vivant dans la peur de ce qui s'est passé par le passé, par projection mathématique d'une éventualité. Pourquoi projection mathématique ? Parce qu'on prend toutes les éventualités, ça prolifère dans notre tête et c'est juste une torture. C'est une torture et le pire c'est que c'est plus fort que nous parce que on devient, c'est un cluedo dans notre tête. C'est ouais mais ça si c'est passé ça et tout. Le pire c'est que tout est logique. Tout est logique parce qu'on n'est pas fou.
Et comme on n'est pas fou et qu'on explore au maximum le traumatisme qui pourrait se passer par rapport au traumatisme qui s'est passé, eh bien, on survole toutes les éventualités et tout est logique. Donc en fait, on se raconte une histoire à nous-mêmes qui est plausible et à laquelle on croit à 100%. C'est une torture. En fait, on s'auto-torture soi-même. Ça réveille donc de la peur. La peur, c'est la projection de ce qui pourrait arriver dans le passé. Et l'angoisse. L'angoisse, c'est la dualité présente. Alors, Gilles, ça fait écho de ce que tu as vécu pendant l'enfance. Tu as juste que je dis, mais il y a d'autres phénomènes dans les histoires de distorsion de réalité, troubles aussi sublis lors des traumatismes initiaux. Aussi, les distorsions de réalité, alors comme je te dis là, je rentre vraiment dans le truc en développement personnel, la distorsion de la réalité, c'est en fait, il s'est passé un truc traumatisant et ton cerveau va de lui-même shunter quelque chose pour éviter de revivre ce truc traumatisant. Là, on est sur du profond, sur du SPT, etc. Je vais pas en parler là, parce que c'est pas du tout mon rayon, et je voudrais pas dire des conneries. Donc là, je parle vraiment de ce qu'on est là en tant que HP, HPI, etc. En même temps avec les traumatismes. Donc, je parlais de la peur par projection mathématique de l'éventualité qui pourrait se passer. Donc, la peur, on est d'accord les amis, je reviens dessus. Rappelez-vous, qu'est-ce que la peur? La peur, c'est un truc qui pourrait se passer dans l'avenir par rapport à un truc qui s'est passé dans le passé. Sauf que la peur, la plupart du temps, est irrationnelle. Pourquoi elle est irrationnelle? Parce qu'elle est basée sur un ressenti que vous avez par rapport à des expériences passées. Une peur rationnelle, ça serait le mec, il a un flingue sur ma tempe, c'est très possible qu'il me tire dessus, j'ai peur. J'ai même très très peur. C'est rationnel, il y a un lien de cause à effet immédiat, d'accord? Une peur irrationnelle, c'est je suis en train de vivre un truc qui me fait passer à un truc passé. Je suis en train de vivre un truc qui me fait penser à un truc qui s'est passé. Je fais donc une projection dans l'avenir parce que c'est possible que ça se repasse de la même façon, mais c'est irrationnel parce qu'il faudrait vraiment que tous les éléments soient exactement les mêmes pour que ça se repasse de la même façon. Donc c'est au ressenti, je suspecte que ça va se repasser de la même façon. C'est ça, une peur irrationnelle, et la plupart des peurs qu'on a, si vous analysez bien, c'est basé sur un ressenti par rapport à nos expériences passées. Donc déjà, le traumatisme va engendrer ce genre de peur, encore plus lorsqu'on est HP, parce que comme je vous ai dit, il y a ce mode de fonctionnement paroxystique qui part dans tous les sens. Et l'angoisse. Et l'angoisse, si vous vous en rappelez, l'angoisse, c'est le moment présent. L'angoisse, c'est la dualité présente. C'est-à-dire, je sais qu'il y a un truc qui est pas bien dans ce que je suis en train de faire, mais je peux pas m'empêcher de le faire, et du coup, je reste dans ce truc d'angoisse qui sert en étau. Et c'est l'angoisse qui vous fait la sensation d'étau, la sensation de constriction, là, parce qu'on est sur une dualité présente, c'est-à-dire, c'est plus fort que moi, si je reprends l'exemple de la femme traumatisée par la tromperie. C'est plus fort que moi, je sais que c'est pas bien ce que je fais, je sais que je peux lui faire confiance, mais je vais quand même le faire au cas où je pourrais me confirmer qu'il y a un truc qui va dans le sens de mon traumatisme passé et que je confirme ma peur. Donc quelque part on rentre dans une sorte de spirale malsaine par cette volonté de confirmation dont on a du mal à sortir, et en même temps on est malheureux. Donc c'est très compliqué d'essayer de tout contrôler à ce niveau-là. Alors comment faire? Ben, ça se fait pas en 2 jours, hein, ça se fait pas avec un live, je vais pas vous trouver la solution là. La solution je l'ai, mais c'est en plusieurs semaines, en plusieurs mois, pour y arriver à lâcher prise. Mais j'ai une image à vous donner qui pourrait vous parler, parce que moi, elle m'a beaucoup aidé. C'est l'image de la visualisation du verre d'eau. Alors, attendez, je vais juste rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. David, une peur irrationnelle, c'est son inconscient mis en valeur consciente. Aussi, David, ben c'est ce que je te dis. C'est par rapport à nos expériences passées qui réémergent par rapport à des détails qu'on va trouver une explication logique. Et en fait, effectivement, ça devient irrationnel par rapport au fait où les autres la peur en fait qui est irrationnelle, tu ne peux pas la prouver aux autres. Comment prouver quelque chose aux autres? Par le système VACOG. Un truc VACOG, c'est un truc qui est visuel. V comme visuel, A comme auditif, qu'on peut entendre, qu'on peut voir, K comme kinesthésique, qu'on peut sentir, O comme olfactif, ou G comme gustatif, c'est-à-dire les preuves vraiment objectives, formelles, que chacun et tout un chacun peuvent voir. C'est le système VACOG. À partir du moment où on ne peut pas le prouver à quelqu'un d'autre et qu'on est basé sur du ressenti, on part sur de l'irrationnel. Je vois que tu mets un pouce en l'air, donc t'es d'accord avec moi. Je reviens sur ma métaphore du verre d'eau que je vais vous offrir parce que moi, elle m'a beaucoup aidé à avancer. Imaginez-vous, et si vous avez un verre d'eau en face de vous, vous pouvez le faire, ça va prendre tout son sens. Vous êtes en train de tenir un verre d'eau à bout de bras, d'accord? On va dire que le verre d'eau, c'est votre traumatisme, c'est votre vie passée, et vous la tenez à bout de bras parce que vous voulez absolument la contrôler. Qu'est-ce qui se passe quand on tient un verre d'eau à bout de bras? Bien sûr, le verre d'eau est plein. Qu'est-ce qui se passe quand on tient un verre d'eau à bout de bras? Je vous laisse commenter. Que fait l'eau? Ben, l'eau, elle tremble, d'accord? L'eau, elle tremblote.
L'eau, elle vibre. Et plus vous allez essayer de contrôler l'eau à bout de bras, plus elle va vibrer parce que, de facto, votre bras va vibrer. Alors, quelle est la solution pour arrêter de faire vibrer l'eau? Je vais vous laisser répondre. Quelle est la solution pour arrêter de faire vibrer l'eau que vous tenez à bout de bras dans ce verre? Facile. Pour de bon, il n'y en a pas une qui me trouve la solution. Comment on arrête de faire vibrer l'eau? Si je tiens un verre à bout de bras, comment j'arrête de faire vibrer l'eau? Boire le verre? Non. Je savais pas ça. Poser le verre. Oui, mais boire le verre, c'est pas mal, Sébastien. J'adore. Mais oui, c'est poser le verre. Poser le verre et prendre du recul. Et qu'est-ce qui se passe quand on pose le verre? Ben, l'eau, elle s'arrête au bout de quelques secondes de trembler et on a une vision beaucoup plus élevée de ce qu'il est en train de se passer. Et cette vision du verre d'eau, je la trouve fabuleuse. Fabuleuse parce que c'est vraiment clairement notre vie. On tient ce verre-là, c'est notre vie, on essaie de la contrôler à bout de bras. On le tient, ça vibre, et à peine on pose, on prend du recul et on se met au-dessus du verre comme ça, ça s'arrête de vibrer et j'ai une vision totale de l'eau. Enfin de l'eau, de notre vie, hein, par métaphore. Alors attends, j'ai des petits commentaires, j'arrive pas à les voir. Si, alors, Gilles, je t'ai confondu avec Samuel, désolé, c'est parce que tu t'appelles Gilles Alexis Samuel. Tac tac tac, André, et peut-être au pire avec cette peur on va recréer les conditions qui a amené l'échec, ce qui confirmera le biais négatif. Exactement André, et par loi de l'attraction aussi, parce qu'on vibre ce qu'on ressent, c'est pas magique, hein, y a rien d'ésotérique, c'est en fait, plus on va croire qu'un truc va arriver, plus on va se focaliser sur toutes les possibilités qui vont rassembler justement cette expérience passée, plus on va le revivre. Totalement, poser le verre, tout le monde a rempli. Remplis-le moins, tu gagnes un certain temps. Effectivement, ben, remplis moins le verre, non, mais ça peut être drôle. Ça peut être drôle ce que tu viens de dire, David, mais ça peut être également une métaphore. C'est-à-dire, arrête de remplir ton verre avec toutes tes expériences passées et pars du principe que le passé est le passé. Quel est le problème, du coup, dans ces expériences? Le problème, c'est l'explication logique des éventualités. C'est-à-dire qu'on essaye de donner une logique à tout. Alors, les HPI, n'en parlons pas. HPE, il y a l'explication émotionnelle, il y a le ressenti. Je vais essayer de ressentir ce que j'ai vécu par le passé, poussé à son paroxysme. Mais l'explication logique, c'est putain, je vais fouiller. Attends, là, j'ai un détail, je suis sûr que ça. On est très fort en logique. On est très destructeur en logique. Et pourtant, on est très fort en logique. Donc le problème, c'est l'explication logique des éventualités et donc une peur alimentée par nos biais cérébraux. J'en reviens à la neuroscience, c'est la base de tout. Depuis que j'ai découvert ça, je vais beaucoup mieux. Je vous assure. Et donc ça peut aller très loin à cause de l'arborescence. Ça peut aller très loin à cause de l'arborescence. Et ben, comment on fait pour s'en débarrasser? Alors il y a Gilles Alexis qui vient de nous donner une solution et je vais en parler effectivement. Et Sébastien, tu dis, le boire, c'est se départir de ce qui le fait déborder et donc il devient moins lourd. D'accord. Le boire, c'est se débarrasser, se délaisser de ce qui le fait déborder, il devient moins lourd. Le poser, c'est bien, mais l'eau s'évapore moins vite que si on la consomme. D'accord. Sauf que moi, tu vois, j'avais pas la vision du boire parce que pour moi, boire, c'est se débarrasser. Après, ça peut être boire, c'est digérer aussi. Mais le fait de prendre du recul, c'est ok, je garde mon bagage du passé, j'ai toujours mon verre d'eau qui est plein, mais je le vois d'une façon différente, beaucoup plus calme. C'est-à-dire que ma vie n'a pas changé, mais je change le regard que je porte dessus. Je camoufle pas en buvant. Je préfère la vision. Après chacun voit à midi à sa porte. Hein. Mais voilà. Gilles, les 4 chaises en PNL, ce dont tu parles. Oui, alors moi je parle des 3 chaises en PNL, mais 4 chaises, pourquoi pas. Alors c'est quoi les 3 chaises? Alors en l'occurrence, si là c'est des traumatismes passés, ça serait même 2 chaises. C'est-à-dire que moi avec moi-même, c'est-à-dire que je regarde mes traumatismes, moi, comment je les vis de l'intérieur, et je m'assois sur une chaise en face pour me voir moi, mais comme si j'étais une personne extérieure. Ça peut être intéressant comme jeu de rôle. C'est-à-dire que vous avez vos propres traumatismes, vous les vivez de l'intérieur. Vous pouvez vous amuser à poser une chaise vide en face de vous dans votre pièce. Et en fait, vous changez de place et vous parlez à vous-même. Non, on n'est pas fou, ne vous inquiétez pas. Hein, votre meilleur ami, c'est vous. Comme si vous étiez une personne neutre, objective, qui va voir ses traumatismes de l'extérieur et qui va essayer de les rationaliser par rapport à ce qui se passe dans le monde actuel à l'instant T. Donc, comme je vous dis, ça peut aller très loin avec l'arborescence. Le problème, c'est l'explication logique. Donc, quel est le secret pour avancer et ne pas rester dans cette spirale infernale? Et c'est pour ça que le logo, d'ailleurs, de Coolest Coaching est une spirale, hein, avec un escargot. Si vous ne l'aviez pas remarqué, c'est l'escargot qui sort de sa spirale. On y va lentement, mais sûrement. Le secret, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire, ok,
On a des traumatismes. Oui, Gilles, mais ça c'est en CNV ce que tu es en train de parler. Moi, l'autre, le médiateur et vu de la lune. Si on n'est que moi avec moi-même, on va pas jouer les 4 rôles. Ça c'est en CNV et en PNL. Je reviens. Donc, ce que je disais, donc le secret, c'est l'action. En fait, j'ai vu par rapport aux gens qui me contactent, en fait, qu'il y a deux modes de fonctionnement. Il y a ceux qui vont de l'avant, qui disent, ok, je suis hypersensible, je suis HPI, je fonctionne comme ça. Comment arriver à potentialiser mon mode de fonctionnement pour que j'arrête de rester enfermé dans ma spirale? Ça, c'est la première chose, c'est le premier type de personnes que je rencontre. Le deuxième type de personnes, et malheureusement c'est ceux qui ne s'en sortent pas pour le moment parce qu'ils ne sont pas prêts, c'est ah mais vous savez, moi je fonctionne comme ça, je suis HPI, je suis hypersensible, j'ai toujours fonctionné comme ça, de toute façon je peux pas faire autrement, je suis foutu comme ça donc je peux pas avancer. Non, ben, c'est en fonctionnant comme ça et en se disant ça que tu n'avanceras pas parce que tu te caches derrière ton truc qui, à l'instant où tu me le dis, paraît une tare à tes yeux alors que c'en est pas une. C'est ok. J'ai appris que j'étais HPI ou hypersensible ou HPI ou ce que tu veux. Ok, j'ai appris ça. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment agir pour potentialiser ce talent, ce don ou n'importe quoi? C'est un peu comme si tu te dis, bah tiens, ok, j'ai appris que je pouvais porter 2 fois mon poids. C'est ce qu'on appelait les hommes forts à l'époque. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je potentialise ce talent de mon corps? Je sais pas, j'ai appris que je pouvais apprendre des choses en les lisant simplement. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je potentialise ce talent? Donc, on a chacun un talent, d'accord? Bon, là, on va parler des HPI, HPE et hypersensibles, hein, savoir que d'autres personnes ont d'autres talents. Mais voilà, ça prend du temps, oui, merci Katou, tu as raison, il faut être prêt et il faut le déclic. Et il faut surtout être prêt à travailler sur soi et à être confronté à ce qu'on pourrait être en dehors de sa zone de confort et d'arrêter de choisir ce plan de victime derrière nos talents, les gars, c'est pas une tare. Mais ça, il faut déjà l'appréhender de telle façon que ce soit un talent et non une tare. Donc le secret, c'est l'action. Bien sûr, l'action, elle doit être mesurée, réfléchie, objective, avec une notion de mise à plat des situations passées. D'accord? C'est pas en faisant n'importe quoi. Là, aujourd'hui, pareil, je discutais avec une femme qui me disait j'en peux plus. Je refuse de voir plus un seul psychothérapeute, plus rien. J'ai jamais avancé et j'ai vu tout ce que j'avais à faire. En fait, c'est que là, elle a été trop proactive. Elle a trop fait. Elle a vu dans le même temps énergéticien, magnétiseur, psychologue, psychiatre, psychothérapeute. C'est trop, c'est trop. C'est un éparpillement. Ça fait pareil, trop d'informations, trop de prises en charge différentes, manque de focus. L'action, c'est mesurer, réfléchir, objective, mise à plat. Samuel, comment faire quand t'as jamais diagnostiqué HPI, HPU? Tu t'en fous de ça. On s'en fout des chiffres. C'est toi comment tu fonctionnes. Est-ce que ton mode de fonctionnement il se rapproche? On n'est pas, alors dans ce groupe-là, on n'est pas des nazis HPI ou des nazis HPU ou genre t'as pas le droit de rentrer dans le groupe si tu t'es pas fait diagnostiquer. On s'en fout du diagnostic. C'est au ressenti. D'ailleurs, actuellement, ils sont en train de défrayer le truc du HPI qui faut un 130 piles de QI parce qu'avec le taux de performance, tu peux avoir un QI inférieur alors que tu as un mode de fonctionnement HPI. Donc, je sais pas, pour ceux qui se sont fait tester, le HPI, il y a le côté verbal, etc. Il y a le côté performance-vitesse. Et comme le HPI a souvent une anxiété de performance, justement, ben, le côté performant, ça le fait diminuer. Donc, pour peu que, tu vois, moi, ma performance, elle était vachement plus basse que mon côté verbal qui était presque à 140. Pourquoi? Parce que ma performance, je sortais d'une garde de nuit et que du coup, ma performance, elle était nulle. Donc voilà, ils sont en train de défrayer ça, c'est-à-dire que, ok, t'as un chiffre d'un côté, mais de l'autre côté, t'as le mode de fonctionnement. Par contre, c'est un spécialiste qui doit t'évaluer. Moi, je suis incapable de le faire parce que je n'ai pas le droit, je ne suis pas psychologue ou psychiatre. Comment tu fais quand tu n'as jamais diagnostiqué HPI, HPU ou autre? Tu vois ton mode de fonctionnement. Si ton mode de fonctionnement c'est en arborescence, où ça explose dans ta tête, où tu t'attaches à des détails et tu te mets en mode Cluedo, en mode chercheur, c'est là qu'il faut faire le travail sur soi et te référer à la neuroscience. La neuroscience, de toute façon, c'est pas que pour les HPI, les HPU ou autres, c'est pour tout le monde en fait. Après, moi, je le transpose à nos modes de fonctionnement à nous, mais ce que je suis en train de dire là, ça se transpose à tout le monde. T'as pas une science spéciale HPI, c'est juste qu'on est à Mach 12. C'est juste que c'est paroxystique. Mais après, ça se transpose à tout le monde. Ça marche très bien sur les autres. Ludivine, on fait quoi la prochaine fois? Je t'appelle si ma crise d'angoisse est grande. Ludivine, tu peux souscrire à la méthode décor et je serai ravie de, de rester derrière toi et de te coacher. Patrick, on n'est pas des nazis du tout, non, mais c'était de l'humour pour dire parce qu'il y a certains groupes qui sont très trop regardant sur qui vient dans leur groupe par rapport à ça, donc voilà.
Gilles, pas d'étiquette Sam, tu vois, je suis d'accord, comme Delphine. Donc voilà, là personne rebondit, c'est bon. Sébastien, allez en ordre de priorité, ne pas tout faire en même temps, tout est un défi. Les gestionnaires ils font face souvent au travail, mais ta vie perso est en HPI, c'est très compliqué. Tout à fait Sébastien, et putain je te rejoins sur ça, tu sais pourquoi? Parce qu'avant d'être coach, j'avais choisi infirmière urgentiste et j'étais également chez les marins-pompiers et c'était un opéra pour moi parce que c'est tellement militarisé dans les protocoles que du coup j'arrivais à prioriser. Le côté infirmier m'a aidé à prioriser dans ma vie de tous les jours. Ça a été très compliqué au début, avec une hyperactivité en plus. Je suis pas TDAH, mais il y avait l'hyperactivité du HPI qui part dans tous les sens. Donc effectivement, je comprends tout ce que tu dis. Et tu as raison. Je vais le rajouter dans les actions à poser. Donc mesurer, réfléchir, objective, mise à plat, priorisation, organisation, pas après pas, qu'à tout. Exactement, la méthode des petits pas. Un défaut aussi du HP, c'est j'ai un objectif, je le veux de suite. Ah, je suis pas patient. Je suis pas patient. La vie, elle est tellement facile pour moi que je suis pas patient. Ouais, mais c'est dans 3-4 mois hein, que tu pourras avoir ton objectif. Ah non, mais moi, je le veux tout de suite. Je commence un régime, je voudrais perdre 6 kilos en une semaine. Ouais, super. Ça sert à rien. Arrête de manger. Donc, ça aussi. Pas après pas. On a un objectif à atteindre. On va faire ce qu'on appelle la méthode des petits pas. Là, pour ceux qui nous regardent, c'est qu'il y a Patrick, qu'il y a Virginie qui sont dans la méthode des corps. La méthode des petits pas, c'est ce qui leur a fait atteindre leur objectif, en fait. C'est-à-dire que t'essayes d'arriver de suite à un objectif final, tu vas être confronté à un échec et tu vas pas y arriver. Par contre, tu fais pas par pas, en priorisant et par étapes, tu vas arriver à ton objectif final et bien au-delà de ce que tu t'étais fixé au début parce que ton objectif va évoluer grâce à cette méthode des petits pas. Gilles, oui, je suis désolée, je parle vite, mais j'ai toujours parlé comme ça. J'essaye de faire des efforts. Je suis désolée pour ceux qui arrivent à me suivre. C'est mon côté HPI, comme je t'ai dit. J'avais presque 140 en verbal, donc ça va très très vite. Patrick, tu confirmes un pas après l'autre. Voilà, donc la méthode des petits pas, c'est un pas après l'autre. On établit un objectif ensemble. Je suis avec vous, je ne vous lâche pas, et on avance vers cet objectif. Je peux vous assurer que dans l'accompagnement, il y a eu je suis désolée, je vais être vulgaire, des putains de traumatismes, des gens qui avaient des putains de traumatismes, je vais pas en parler là parce que ça n'a pas notion d'y être, mais des trucs juste waouh, genre waouh, et ils ont réussi à repasser dans l'instant présent et à revivre leur vie de manière heureuse sans y penser. Et j'ai des beaux témoignages par rapport à ça. Donc vraiment, si vous voulez juste avoir des infos sur ma façon de faire, là, je fais pas ma promo, les gars. C'est juste pour avoir des infos, pour que je vous explique. Et Patrick pourra vous confirmer. Virginie, je sais pas si elle est encore en ligne. Elle a dû partir. Il y a Stéphane, là, que je vois, qui est en ligne actuellement, mais qui est au tout début. Marquez juste hashtag info et on en reparle en Messenger. Je vais clore là-dessus. Isabelle, tu fais tout en même temps, tu doutes après, justement. C'est ça qui te garde dans ta spirale. La question des priorités est très importante, notamment pour le HPI et le HPE. Voilà, moi je vois mon concubin, il est pas HPI et il arrive à prioriser sans rien écrire. Moi j'ai créé une méthode qui est très 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 performante. D'ailleurs ils vous le confirmeront. Ça fonctionne plutôt pas mal la façon de faire que j'ai dans la méthode des corps. Katou, au bout de 49 ans, tu as pris conscience, bravo. Tu vois, moi je coach des gens qui ont 56 ans et qui prennent conscience maintenant. En fait, il est jamais trop tard pour se remettre en question. Il faut juste, comme tu le disais auparavant, être prêt et avoir le déclic. C'est ok, ça fait 50 ans que je fonctionne comme ça. J'en ai marre. Je me vois pas finir encore ma vie comme ça, là encore 30-40 ans comme ça. J'en ai vraiment marre. Donc qu'est-ce que je peux faire pour potentialiser ce qui me reste à vivre et être enfin heureux et ne pas me dire sur mon lit, putain, non mais je regrette plein de choses en fait. Donc ce que je vais vous donner comme exercice à faire pour ce live, vous pouvez le faire chez vous. Et si vous l'avez fait, je vous invite à commander hashtag regret, hashtag regret. Comme ça, je reviendrai vers vous pour qu'on puisse débriefer de cet exercice que vous aurez fait chez vous. C'est une lettre de regret. La lettre de regret, c'est que vous allez vous poser là en quittant ce live et vous allez vous faire une lettre de regret où vous allez marquer toutes les choses que vous regrettez de ne pas avoir fait jusqu'alors. Ça va mettre à plat, ça va faire mal, ça peut faire pleurer. Et après, on débriefera pour savoir comment, peut-être pas rattraper, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper, mais comment limiter les regrets pour la seconde partie de votre vie, parce qu'elle commence maintenant, la seconde partie de votre vie. À partir du moment où vous faites ces démarches-là, de suivre des coachings, de suivre des lives, ça commence maintenant, la seconde partie de votre vie. Donc, n'hésitez pas à faire la lettre de regret. Pour ceux qui s'engagent à la faire, marquez-moi hashtag regret. Comme ça, je saurai vers qui revenir, on pourra débriefer en Messenger.
Pour ceux qui veulent des infos juste sur la façon dont j'opère pour aborder les traumas, la méthode des corps, comment elle fonctionne et pourquoi c'est miraculeux, entre guillemets, c'est pas miraculeux, hein, c'est du travail, marquez juste hashtag info et je vous expliquerai tout en privé. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à commenter en dessous. Noémie, lettre de regret, j'en ai pour 6 mois. Non, Noémie, tu fais vraiment, si tu veux pas faire une lettre de regret, tu fais vraiment les grosses lignes, d'accord? Pas les petits trucs, les grosses lignes. Parce que, attention, tout ce que vous regrettez, et je finirai sur ça, tout ce que vous regrettez sont ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. C'est-à-dire que quelque part, les merdes qui nous sont arrivées dans la vie font que nous sommes là aujourd'hui et que nous sommes dans ce cheminement. En gros, vous êtes là à la place où vous êtes censé être à l'heure actuelle. Vous êtes là à la place où vous êtes censé être à l'heure actuelle. Avec le bien et le mal que ça peut vous apporter, vous êtes là où vous êtes censé être à l'heure actuelle. Parce que tout est parfait. Vous verrez, vous comprendrez par la suite. Moi, j'ai du mal à comprendre cette notion. Hein. J'ai du mal à comprendre cette notion, surtout quand tu es dans le dur. La personne qui te dit ça en face, lui dit ta gueule. Je suis dans le dur, là, je vais pas bien, ma vie, c'est pas bien, ma vie, c'est de la merde en ce moment. Clairement, on l'a tous vécu. On y est passé par des moments très durs. Sans rentrer dans le détail, encore une fois, il n'y a pas de concours de dureté, de moments. Mais on est là où on est censé être. Et ces moments-là, ils vont vous faire aller à une puissance maximale vers un avenir, si vous passez à l'action, qui sera heureux. Donc faites votre lettre de regret. Vraiment. Dites, ok, qu'est-ce que je regrette vraiment? Noémie, tu te poses il n'y a pas tout ce que tu regrettes dans ta vie. C'est qu'est-ce que tu regrettes vraiment à 200% qui ne t'a rien apporté et peut-être un truc qui aurait pu t'apporter. C'est ça le plus important. Ah ouais, non mais Noémie, si tu penses des trucs à la maternelle, pourquoi pas? Si vraiment ça t'aurait changé ta vie. Mais ne pars pas trop loin non plus. Ne pars pas trop loin non plus. Donc faites votre lettre de regret. Ça pourrait être vraiment un bon début de développement pour vous. Et alors Sébastien, les regrets sont le résultat de tes peurs. Alors je suis ici pour tes peurs et ne plus avoir de regrets. Alors je suis ici pour plus que mes regrets. C'est un cercle vicieux, Sébastien. Nous sommes dans une spirale infernale. En fait, tu vas faire une lettre de regret, ce qui va te permettre de prendre du recul sur tes regrets, de les relativiser, de voir ce qu'ils t'ont apporté, ce qu'ils ne t'ont pas apporté et réajuster. Il y a une différence entre écrire et avoir le truc dans le mental. Plus vous allez mentaliser et le faire là, ça va tourner, ça va ruminer, ça va partir en arborescence. Si vous écrivez, il y a vraiment une notion de prise de hauteur. Repensez au verre d'eau que vous lâchez, Sébastien, et non que vous buvez. Ne mange pas ta lettre, Sébastien, ce n'est pas comestible. Non, blague à part. Repense vraiment au verre d'eau que tu vas lâcher et que tu prends de la hauteur. Tu écris, tu mets à plat les choses, et en lisant, tu deviens acteur de ta vie. C'est-à-dire que du mode interne, tu passes au monde externe parce que tu extériorises, tu écris et en lisant, tu deviens acteur et ça fonctionne vachement mieux que le fait de tout garder dans la tête. Et d'ailleurs, tu vois qu'à tout, l'écriture ça aide. Et d'ailleurs, pour la plupart des coachés que j'ai eus qui disaient ouais mais non mais ça je le fais dans le mental, écris-le. Ouais mais je préfère le faire dans le mental. Écris-le, teste, ça coûte rien d'essayer. Ça coûte rien, ça coûte un papier et un peu de crayon, ça coûte rien. Et ben quand ils ont essayé par écriture, ils ont dit ah mais ça n'a rien à voir. Mais bien sûr que non, tu deviens lecteur. À partir du moment où tu deviens lecteur, tu prends de la hauteur. Un peu comme si tu lisais le livre de ta vie. Et là, une fois que tu deviens lecteur et que tu prends de la hauteur, tu repasses en mode acteur en disant ok je peux évoluer. Tu sors de ta spirale. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on va se laisser à un moment donné, hein, c'est l'heure de l'apéro. D'ailleurs, petite info, je fais un petit teasing pour le... je fais un petit teasing pour la semaine qui vient là. On va faire une semaine sur les addictions qui est très prenante d'ailleurs chez les HP et les hyper. Et j'invite un coach en sobriété alcoolique qui viendra faire une interview lundi prochain pour les prochains lundis décalés. Donc soyez au rendez-vous. Vous allez voir, ça va être super riche. Vous pourrez lui parler, lui poser plein de questions. Il a une petite méthode pour les addictions, pour ceux que ça concerne. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai fait venir cette personne pour vous. Et j'espère que ça vous plaira dans les lundis décalés. Parce que je trouve que cette formule fonctionne pas mal. Stéphane, t'es déjà avec moi, t'inquiète pas, on va travailler dessus et tu verras, déjà je trouve qu'il y a eu de beaux wins depuis le début de ton accompagnement, donc on va continuer à aller dans ce sens. Merci pour votre fidélité, merci d'avoir rebondi
d'avoir échangé. Merci à Sébastien, Patrick, Samuel, Katou. Katou, ça doit être Catherine ou Cathy. On va dire Cathy. Isabelle, Noémie, Gilles. Qui je vois d'autres, Ludivine, Virginie. Si j'en oublie, je m'en excuse. David, Stéphane, je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve lundi prochain pour le prochain lundi décalé. Sinon, en Messenger, vous savez que j'adore vous répondre. Je vous embrasse tous. Bye bye.